Bonjour Luna, Bonjour Maryse, bienvenue dans notre nouveau podcast. bienvenue à tous. Alors Luna, quel est donc le thème du jour ? Alors aujourd'hui Maryse, on va parler d'un thème qui n'est pas évident. La question qu'on va se poser aujourd'hui, c'est comment trouver la paix intérieure dans la tourmente ? Eh oui, la tourmente, c'est pas qu'un mot, c'est un peu notre vie au quotidien. Lorsqu'il nous arrive des contraintes ou des problématiques qui vont nous sortir de ce rythme effréné dans lequel on vit. Tout à fait. C'est-à-dire, Luna, sache que la plupart du temps, nous nous laissons happer par nos obligations qui nous empêchent donc de ralentir et qui accaparent à la fois tout notre temps et toute notre attention. Et face à cela, que pouvons-nous faire ? Alors, c'est vrai qu'on est dans une vie très trépidante, très accélérée, où on est tout le temps en train de courir. On l'a déjà évoqué dans plusieurs podcasts. Et en fait, c'est vrai que du coup, ça nous sort totalement de nous-mêmes, de notre propre vie. On n'a pas forcément un mode de vie très sain à cause de ça. Et on va du coup être à vif, on va tout le temps être stressé. Et on va finalement être vraiment dans la tourmente. C'est vraiment le thème du jour. Et on va pas savoir comment justement gérer tout ce qu'on peut ressentir à cause de ce quotidien qui n'a jamais de pause au final. Oui, donc c'est un peu, comme le disent tous les experts en psychologie, comme si tout le monde souffrait d'un manque de temps chronique. Et même, ils parlent de syndrome de la précipitation, c'est-à-dire que tout le monde va prendre des habitudes comme faire 1000 tâches à la fois, en zappant sur plusieurs priorités, plusieurs urgences, comme on aime bien dire. Et tout le monde va répéter tout au long de la journée « je suis débordé, je suis débordé, je suis débordé ». Et faire ces 1001 choses rend bien évidemment chaque activité un peu comme sans goût. En fait, c'est comme si on vivait sans avoir le temps de savourer véritablement ce que l'on est en train de faire. Et qu'est-ce que ça va engendrer ? C'est qu'on va avoir une société qui ne s'arrête jamais et qui court toujours un peu plus vite. Et atteindre la paix intérieure alors qu'on est lancé à 1000 à l'heure, je ne sais pas si c'est possible. Oui, c'est vrai que c'est finalement un grand questionnement. Tout le monde se dit souvent j'aimerais bien être en paix finalement avec ma vie. Et c'est vrai que finalement, le fait d'être tout le temps à faire 1000 choses à la fois, ça nous désincarne complètement, ça nous sort complètement de la qualité de vie finalement. Et on sait très bien que l'être humain ne peut pas faire 1000 choses à la fois. C'est pas possible de se consacrer à 1000 tâches et d'y mettre la même intensité, la même qualité. En fait, s'occuper de quelque chose, c'est vraiment y mettre tout son cœur, toute son âme, toute sa concentration. Et avoir plusieurs choses à gérer à la fois, je trouve que ça engendre quelque chose qui est dans la perte de qualité, Maryse. Oui, tout à fait. En fait, nos priorités vont faire qu'on va avoir une vie un peu comme si on était lancé dans une course de vitesse et de performance et de solutions à trouver rapidement. Donc, on vit un peu au pas de course. Et par exemple, on va observer facilement chez les autres cette mauvaise habitude à être tout le temps agité et à vouloir toujours faire tout vite. Mais on ne se rend pas compte que nous-mêmes, on fait exactement la même chose. Par exemple, qui n'a pas déjà changé de file d'attente alors qu'on attend aux caisses pour nos courses et tout à coup, on en a assez d'attendre et on cherche à tout prix une caisse qui sera plus rapide. Et c'est pareil dans les embouteillages. Combien de fois on voit des voitures en train de se mettre en danger et mettre en danger les autres, à tricoter comme ça entre les fils. Et donc l'impatience atteint son paroxysme, j'ai envie de dire. Et ces personnes qui vont faire tout vite, la plupart du temps, c'est pas du tout parce qu'après elles vont rentrer chez elles et elles ont plein de choses à faire. C'est juste parce que il n'y a plus la patience qui est nécessaire pour faire les choses bien. On veut toujours faire vite.
Oui, et finalement, c'est un peu comme si on survolait la vie et que on n'appréciait pas forcément chaque seconde. Alors effectivement, être dans les embouteillages ou être dans une file d'attente, ce n'est pas quelque chose d'extrêmement passionnant ni de la chose la plus exceptionnelle à faire au quotidien. Mais par contre, ça fait partie de notre vie. Si on est en train de faire nos courses, il y a la nécessité de faire nos courses pour avoir de quoi manger, etc. Donc ça va nous engager à finalement, oui, être dans une file d'attente potentiellement, car on n'est pas forcément seul au monde. Et dans les embouteillages, c'est pareil. Mais en fait, c'est juste la vie, on est juste en train de vivre. Et je pense que prendre conscience du fait que nous sommes vivants, ça vient tout de suite peut-être faire redescendre cette impatience, faire redescendre tout de suite cette espèce de pression qu'on met sur les choses, et ça nous permet de nous reconcentrer sur l'essentiel. Le simple fait d'être vivant et aussi d'apprécier chaque seconde, l'instant présent qui est primordial dans notre vie et qui nous aide finalement à apprécier les choses que nous sommes en train de faire. Et en fait, cette impatience, je pense que c'est vraiment le mot de la société, c'est que nous sommes tous extrêmement impatients. Et tout ça est alimenté par justement l'évolution technologique qui fait qu'on est tout le temps en train de zapper quotidiennement dès que ça ne nous plaît pas, de scroller et de vouloir même parfois mettre une vidéo en mode accéléré parce qu'on n'a pas la patience d'écouter ce qui est en train d'être dit. Mais est-ce que c'est normal de finalement... en fait, on vit pas, on consomme la vie. Oui, et en fait, en effet, je lisais un article sur ces jeunes qui disaient qu'ils n'arrivaient plus à regarder des vidéos en vitesse normale, qu'ils avaient besoin de tout accélérer parce que ils le disaient avec une certaine, j'ai envie de dire, naïveté, parce que sinon on n'aurait pas le temps de tout voir. Et en fait, c'est presque affligeant et presque pathétique parce que quelque part, ils ne se rendent pas compte qu'ils se fatiguent le cerveau à lire des informations comme ça, déjà nombreuses, mais en plus en mode accéléré. Et qu'en plus, l'excuse, c'est parce qu'ils ne veulent rien rater. Donc, c'est même pas comme s'ils se disaient c'est parce que j'ai un travail à faire, c'est important, sinon je pourrais pas avoir une bonne note. C'est vraiment dire, je n'aurai pas le temps de tout voir. Et on voit que toute la société vit à travers ce syndrome de 1000 activités, de faire toujours plus et toujours plus vite. Et que l'impatience n'est même plus considérée comme de l'impatience. Il remplace même, Luna, le mot impatience par c'est l'urgence. C'est urgent. Là, il faut me faire vite ma pizza parce que c'est urgent. Parce que j'ai faim, c'est urgent. Et le mot urgent, il a un sens qui est quand même, lorsqu'on le perçoit à l'intérieur de notre corps, une urgence, c'est presque, tu vois, on est menacé dans notre vie. C'est de l'ordre vital. C'est vital, une urgence. C'est pas juste j'ai faim, donc il faut me donner tout de suite ma pizza. Donc en fait, la discipline ne peut plus se faire avec le calme et la patience. Et tout le monde, même les adultes, parce que va pas dire que c'est que les jeunes, là, c'est pas du tout ça. À travers l'article que je lisais notamment, on reconnaissait que même des personnes à la retraite, que même des personnes plus âgées avaient aussi ce syndrome de la précipitation parce qu'il fallait pas rater quelque chose. Donc rater une urgence de faire parce que sinon on allait être un peu en décalage par rapport aux autres. Et ça devient vraiment triste. Tout à fait. Et en fait, finalement, la phrase qu'on entend très souvent, c'est « je n'ai pas le temps ». Et au final, parfois c'est vrai, mais parfois, ne pas avoir le temps, c'est parce qu'on est en train de faire quelque chose qui n'est pas forcément très utile. Et en fait, il faut savoir remettre finalement les choses dans leur contexte et finalement remettre l'essentiel au devant. Oui, et économiquement, la performance aujourd'hui est la seule valeur que l'on va entendre à chaque fois lorsqu'on va parler de travail. Les efforts de performance, la performance de valeur, en fait, c'est comme un symbole d'un statut social que d'avoir une activité qui sera trépidante avec une rapidité et avec un flux abondant. Parce qu'on va dire que sinon, cette activité, elle n'est pas efficace. Et donc, c'est devenu un facteur économique que de faire toujours plus et toujours plus vite dans la productivité. Et aussi, c'est un peu comme si
on était tout le temps dans une sorte de compétition avec les autres et avec la vie, avec ce qu'on nous demande de faire. C'est toujours la course à la performance et non à la qualité de ce qu'on est en train de faire. Il n'y a plus du tout finalement le temps qu'on va prendre à faire quelque chose, à consacrer à quelque chose. C'est toujours tout faire vite, tout consommer. Moi, j'appelle ça de la consommation, hein, Maryse. Et oui, et ça devient un mode de vie. Parce qu'au final, il n'y a plus de réelle satisfaction, comme tu le disais tout à l'heure. On vit un peu comme si on était tyrannisé par un sentiment d'urgence et que le seul mot qui comptait n'était pas le mot action juste, mais bien réaction et rapidité donc de ce que l'on va faire. Et au fur et à mesure, on vit de plus en plus à distance de nous-mêmes, puisque le temps des vacances, Luna, n'est plus un temps de pause, c'est plus un temps de repos. C'est là encore, quand on a pris cette habitude de surcharger notre planning et de surcharger nos journées, le temps de vacances va devenir là encore un planning organisé avec 1000 choses à faire. Finalement, Maryse, moi, ça vient m'interpeller pour finalement me questionner sur le fait que, est-ce que il y a encore une notion de repos? C'est-à-dire que c'est un peu comme si on s'obligeait à avoir un planning surchargé pour mériter un temps de repos. Et parce que souvent, ce qu'on entend très quotidiennement, c'est « Ah, là, j'ai bien travaillé, je me suis tuée à la tâche, là, j'ai mérité mon week-end, j'ai mérité mes vacances, j'ai mérité mon repos. » Et en fait, c'est toujours une question de mérite. Mais est-ce que ça veut dire que, même sans avoir un planning surchargé, je n'ai pas le droit de m'octroyer finalement ce temps pour moi? Oui, mais tu fais bien de le dire parce que de manière évidente, lorsque tu vas voir quelqu'un en train de faire une pause, ou même si voilà, tu es à la plage et tu vois des personnes tranquilles en train de se prélasser dans un hamac, ou voilà, des gens en train de se reposer, il y a toujours des petites remarques que l'on entend autour de soi, c'est « Oula, ils n'ont rien d'autre à faire, c'est quoi ça? C'est paresseux, c'est pas normal, etc., etc. Ils devraient être en train de travailler. » Et en fait, c'est un peu comme si ça devenait normal d'être tout le temps en mode accéléré. Donc si on voit quelqu'un faire trop de pauses, on va se mettre à le critiquer. Et comme tu dis, est-ce que le repos est devenu un ennemi, est devenu quelque chose de négatif quand on sait que notre corps, il a besoin de ce repos pour gérer son équilibre? Alors moi je pense tout simplement que c'est comme si on allait avoir un sentiment de culpabilité. On va se sentir coupable de prendre une pause, de prendre un moment pour soi, de se poser dans son canapé et rien faire. Par exemple le dimanche, s'autoriser à rien faire, à juste chiller, comme on dit. On va même culpabilise. On va même pas apprécier ce moment parce qu'on va se sentir mal, on va se sentir coupable, on va se dire mince, là je suis en train de rien faire, mais est-ce que c'est normal? Oh là j'ai passé tout mon dimanche à rien faire, c'est pas normal, je me sens mal, donc là demain je vais rattraper tout ça et je vais me donner à fond et tout. Et en fait ça en devient presque grave et presque triste de se dire qu'en fait on ne s'autorise même plus à prendre de véritables pauses sans se dire que c'est anormal en fait. Oui, au final, s'affaler sur son canapé, c'est parce qu'on est peut-être dans la nécessité de faire une pause détente parce qu'on se sent trop speed. Mais par exemple, même cette pause, si tu veux, on va la surcharger de diverses activités. Tout à fait. On va prendre le téléphone, on va mettre une série avec plusieurs épisodes, on va en même temps scroller sur les réseaux et même peut-être à côté, il y aura des chips ou des fast-food, etc. Et en fait, même ces temps de pause qui sont censés nous faire du bien, pour certains, ça devient un moment où on a même presque envie de dire que c'est comme si la vie ne les nourrissait plus. Ils se nourrissaient eux-mêmes de tout ce qui est ultra transformé, ultra rapide, attendu, etc. Et que si on leur demande à ce moment-là de faire une petite activité de détente, ils vont dire « Ah mais non, je n'ai pas le temps. Ah non, là j'ai juste besoin de me reposer. » Et en fait, ils ne sont pas en train de se reposer. Tu te reposes pas quand tu regardes, je ne sais pas, une saison entière
entière d'une série, tu mets tout ton corps en tension. Et là, je ne dis pas ça parce que voilà, c'est un discours de vieux, hein, Luna. On sait bien que le corps n'est pas une histoire de jeunes ou de vieux. Oui, car c'est contre-productif au final, étant donné qu'on est encore en train d'être en mode multitâche. En mode compensation. On ne regarde pas que la série en fait. On est en train de scroller sur notre téléphone, de poster une story, et en plus poster une story, on sait que ça représente quand même un certain temps, de bien cadrer la photo, mettre la musique au moment où on veut, etc. Donc on est en train de faire ça en même temps, de manger je ne sais quoi, et en même temps de discuter avec la personne sur notre chat. Ou voilà, on a plusieurs Donc, outils. C'est pas une vraie pause. On a plusieurs outils allumés et on n'est pas du tout en train de faire un break, un vrai break. Et personnellement, je vais prendre mon propre exemple. S'autoriser un dimanche à justement couper les écrans parce que oui, parfois il y a des métiers qui se font sur écran, on est tout le temps sur notre téléphone ou sur notre ordinateur parce que c'est notre boulot qui nous l'oblige. À un moment donné, même scroller sur notre téléphone, ce n'est plus une source de détente parce que au contraire, ça nous épuise plus qu'autre chose. Et quand tu prends conscience de ça, tu te rends compte que en fait les réseaux sociaux, etc., ça n'a rien de reposant. Et on se rend compte que couper un instant tout ça et revenir à la vie normale, c'est-à-dire ralentir, prendre son temps, faire un gâteau ou aller dans son jardin, faire des étirements, je sais pas, prendre l'air ou même colorier. C'est une manière de vraiment, genre là, je me fais du bien. Et à la fin de la journée, je me sens beaucoup plus détendue. Ça me fait penser à une anecdote que j'avais entendue où des touristes comme ça étaient dans un pays et en fait, il y avait des porteurs de bagages qui, toute la journée, les avaient suivis et ils étaient épuisés. Le lendemain matin, les touristes ils s'étaient réveillés à l'aube et ils voulaient déjà repartir. Et les porteurs, à ce moment-là, ils ont juste dit bah non, nous, on ne peut pas redémarrer tout de suite parce qu'on attend que notre corps et notre esprit soient donc reposés parce qu'on a besoin que notre esprit puisse suivre notre corps. Alors ça me fait sourire parce que c'est un peu comme si tous ceux qui surchargent comme ça le temps, ils se disaient que finalement ils sont le maître aussi de leur corps et que ne pas en prendre soin, c'est un peu comme si ils se disaient de toute façon je sais ce que je fais, c'est normal, sinon. Mais en fait à ce moment-là il y a une vraie prise de conscience, Luna, et je pense que notre podcast aujourd'hui est vraiment sur ce thème de l'importance de prendre conscience de ces mauvais comportements, de ces comportements négatifs pour son propre corps. Et trouver la paix intérieure au cœur de la tourmente ne sera pas possible si on est trop loin de notre corps. Et c'est vraiment ça, c'est revenir à la possibilité d'identifier quels sont les schémas récurrents dans notre stratégie de vie qui nous met en difficulté et nous pousse à bout. Absolument. En fait, c'est comme si on vivait dissocié de notre corps. Et finalement, moi, je pense que le fait de surcharger son temps, c'est comme si on essayait de fuir quelque chose, de fuir une réalité, de fuir des ressentis, de fuir nos émotions. Je pense que cette surcharge du planning, cette course après la vie, cette surconsommation, elle est vraiment une compensation de quelque chose qu'on n'arrive pas à confronter dans notre quotidien, dans notre vie. Oui, parce qu'en fait... notre réalité. Quand on va avoir, je ne sais pas, un événement qui va nous obliger à ne plus être dans cette action rapide, je ne sais pas, un problème de santé ou voilà, le fait qu'on ne puisse pas donc aller vite, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'on va prendre conscience que si on est speed, c'est parce que notre système nerveux autonome notamment est en surcharge. Il est en suractivité, il est hyperactif, il n'arrive plus à s'équilibrer et quand on va se retrouver obligé de faire pause, en fait on va regarder les autres courir et tout et on va se dire mais ils sont fous. Et en fait tant qu'on est dedans et qu'on court soi-même,
on ne s'en rend pas compte parce que, comme je te dis, toute la société nous oblige à être dans ce rythme. Mais lorsqu'on va juste faire des activités qui ne seront pas d'être en arrêt maladie, Luna, mais d'être bien évidemment encore sain de corps et d'esprit, si on prend conscience de ces comportements qui sont néfastes à notre propre épanouissement, et ben forcément, on va aussi voir à quel moment on se sent en difficulté. Qu'est-ce qu'on a fait avant ? On va quitter notre tête et commencer à habiter pleinement notre corps. Et bien sûr que cette sagesse ne va pas venir du jour au lendemain, mais en fait, l'idée, c'est de revenir à l'instant présent, à cet instant présent où on ne va pas se dire « Ah ben, je ne suis pas capable de faire ça », mais plutôt on va se dire « Je vais me donner la possibilité d'y aller à mon rythme, mais de prendre ce temps au fur et à mesure pour se réconcilier et se réapprivoiser avec son propre corps. » Et on va sortir du diktat de cette fable de La Fontaine que tout le monde connaît, même si c'est une fable qui honore la valeur du travail. Le laboureur et ses enfants, pour ceux qui ne connaissent pas, travaillez, prenez de la peine. Et en fait, bien sûr qu'il faut cultiver les champs pour que ça produise, mais on a aussi tous besoin d'un sas de repos. Tout à fait. Parce qu'en fait, on se convainc au quotidien que on est en train de faire les choses parce que c'est normal d'être comme ça c'est une quête, en fait, de vivre comme ça. Et finalement, c'est cette fausse zone de confort. On se dit, alors qui n'est pas du tout confortable, voilà, parce qu'on est tout le temps en train d'être complètement désincarné. Et oui, effectivement, comme tu le dis, se dire que le travail est normal dans le sens où c'est ce qui va nous apporter quelque chose de fondamental dans notre vie, c'est-à-dire que pour réussir, alors moi je voyais des discours etc, que pour aller au bout de ses rêves, travailler comme jamais, etc. Alors oui, bien sûr, passer à l'action, se donner à fond, persévérer, ça, il n'y a aucun souci là-dessus. Mais par contre, il ne faut surtout pas oublier que ce type de discours, ça va nous convaincre que, en fait, oui, on va se donner à fond, on va travailler, là, si je fais une pause, je ne vais pas pouvoir aller atteindre mon rêve. Mais en fait, faire une pause, ça ne veut pas dire flemmarder, ça ne veut pas dire justement rester là à rien faire pour toujours. C'est au contraire, on s'autorise une pause pour pouvoir, c'est un peu comme y retourner, on y retourne. C'est un peu comme un téléphone. Un téléphone, à un moment donné, il arrive à bout de sa batterie et il faut le recharger. Et ben, un être humain, c'est pareil, il a besoin de se recharger. Et pour ça, évidemment, il va devoir aller travailler, faire sa vie, etc., aller au bout de ses rêves, mais pour pouvoir atteindre ses rêves et pouvoir profiter du résultat, justement, de la concrétisation de ce rêve, il va devoir être reposé, être dans un corps sain et se sentir bien. Parce que sinon, si je me tue à la tâche, comme on dit, mais que je me tue à la tâche, je vais pas profiter de ce pourquoi je me suis autant donné de mal. Donc voilà. Alors donc on va donc revenir à ce thème qui était de comment trouver la paix intérieure dans la tourmente. Quand on parle de tourmente, bien sûr, c'est la tourmente de la vie, mais aussi c'est aussi ce moment où notre système nerveux nous rend irritables. Lorsque on devient trop hypersensible et qu'un rien nous déstabilise et qu'il n'y a plus rien qui va réussir à nous détendre, et que tout deviendra compliqué. Il ne faut pas arriver à ce moment grave. Il faut véritablement être présent ici et maintenant, donc déjà lorsque vous nous écoutez, et comprendre qu'est-ce que cela veut dire ressentir. Ressentir, parce que tu sais qu'il y a des personnes, elles sont incapables de ressentir leurs émotions. Parce qu'elles ont peur de leurs émotions. Et donc, elles préfèrent fuir leurs émotions, comme tu disais tout à l'heure. Donc, déjà, ne pas avoir peur de ses émotions. On ne peut pas vivre sans nos émotions. Mais on peut les accompagner, on peut les décoder, on peut comprendre ce que notre état donc émotionnel va nous apprendre sur, on va dire, des stratégies de vie qui sont peut-être pas gagnantes. Donc, on va revenir à cet impératif qui sera de ralentir, en fait, c'est la seule solution pour atteindre la paix intérieure et d'avoir cette auto-bienveillance envers soi-même pour s'autoriser à investir du temps sur soi. Tu vois ?
investir du temps sur soi parce que si on est tendu, on n'est pas réellement dans notre vie. On va être tout le temps impatient, on n'aura pas le temps d'être avec les autres. On ne va pas être à l'écoute non plus et on va tellement manquer d'attention aux autres, puisque c'est vraiment le syndrome de la société d'aujourd'hui, qu'on ne va plus réussir à tisser des liens qui seront des liens apaisés ou des liens équilibrés. Ça sera cette agitation chronique qui va faire que l'on va se retrouver en difficulté aussi relationnelle. On va pas avoir la patience d'écouter. Tu imagines, tu rentres chez toi, t'es débordé parce que tu dis j'ai eu une journée intense et j'ai pas eu une minute de pause. Il y a quelqu'un là sur ton chemin qui a juste besoin que tu l'écoutes un instant parce qu'elle ne va pas bien. Et toi, tu vas passer sans t'arrêter parce que tu vas te dire je n'ai pas le temps. Et alors tu te rends compte, donc si on n'a plus le temps de s'arrêter pour avoir cette attention aux autres, je ne sais pas si on est encore vivant, je ne sais pas. C'est vrai, totalement. Et c'est très... franchement, c'est très bouleversant en fait, de se dire ça. Et en fait, je pense que déjà, pour les personnes qui justement ont du mal avec les émotions, la première chose, c'est vraiment d'accepter. C'est l'acceptation émotionnelle. C'est-à-dire que... déjà, c'est parce que c'est vrai que le terme de régulation de ces émotions, ça peut être très confrontant, etc. Et ça peut justement ne pas donner forcément envie d'aller plus loin. Alors que l'acceptation déjà de ce que je ressens, et de ne pas se juger dans ce que je ressens, c'est déjà une première étape pour pouvoir identifier d'où vient cette émotion. C'est-à-dire que quelle est l'origine de cette émotion ? Pourquoi je me sens comme ça ? Par exemple, si je ressens de la colère ou de la tristesse, qu'est-ce qui a provoqué cette émotion ? Et ensuite, c'est vraiment venir prendre conscience de tout ça et finalement arriver à s'accompagner. Oui, parce qu'en fait, par exemple, la personne qui n'est pas connectée à ses émotions, elle est connectée à son corps. Donc, à un moment, elle va avoir sa respiration qui est accélérée, au bord du malaise, ou alors même la fréquence cardiaque qui va palpiter, et même peut-être avoir donc plein de symptômes physiques dans les sensations corporelles qui vont montrer qu'il y a une tension musculaire, une tension corporelle, que le système nerveux est en train d'envoyer plein de messages et trop d'adrénaline, et que en fait tout le système nerveux est en train de se désorganiser. Je pense que les gens ils savent bien nommer et dire là j'ai mal ici, j'ai mal là-bas, mais par contre quand on leur demande de décoder les sensations corporelles, c'est aussi parce que ça va remettre aussi du sens par rapport aux émotions qu'on en a eues tout au long de la journée. Tout à fait, c'est vrai que la prise de conscience des émotions que l'on peut ressentir, ça peut aussi nous aider à comprendre les mots MAUX physiques que l'on va ressentir, si j'ai mal au dos, si j'ai mal quelque part. Finalement, on va se rendre compte que les émotions sont en lien avec cette douleur. Oui. On apprend à mieux connaître son corps, donc petit à, et on identifie les signaux, et ces signaux nous mènent inévitablement vers nos émotions. Absolument. Et si par exemple on comprend que notre système nerveux autonome, il ne nous envoie pas que du négatif, mais il nous envoie aussi, si on est tranquillement installé dans le bien-être et la sécurité, des hormones du bonheur, c'est-à-dire l'ocytocine en grande quantité, et là on est dans l'ouverture aux autres, on a envie de faire des choses positives, on a envie de construire, on a envie de vraiment rire. Mais par contre, si on est tout le temps de mauvaise humeur, on est même presque sensible à chaque petit bruit, à chaque petit mouvement, on risque de perdre notre sang-froid et même de nous montrer injuste à l'égard des autres, et puis de découvrir que on a des syndromes de tout cela dans notre corps, une digestion difficile, un système immunitaire qui ne va pas bien, et en fait on va se rendre compte qu'on devient vulnérable aux maladies parce qu'on vit dans un stress ou dans une non-gestion en tout cas de nos émotions qui nous donne finalement toutes les conséquences négatives. Tout à fait. Et en fait, en prenant conscience de tout ça, on se rend compte aussi que par exemple sur une émotion aussi
forte que la colère. Si aujourd'hui il y a autant de violence dans le monde, c'est parce que justement cette mauvaise gestion des émotions, le fait de fuir l'émotion, le fait de ne pas se confronter à elle, le fait de ne pas la conscientiser ou de l'éviter, ça va intensifier cette émotion et on va pas la traiter du coup et on va la rejeter sur les autres. Par exemple, si je ressens de la colère, j'accepte le fait de ressentir cette colère, j'identifie qu'est-ce qui a provoqué cette colère en moi et ensuite j'ose donc exprimer cette colère, mais pas sur les autres, mais à travers d'autres canaux qu'on va développer pour se faire du bien. Et en fait, exprimer sa colère, ça peut être écrire, ça peut être chanter une chanson qui va évoquer tout ça, ou même danser, ou même crier, ou même voilà. Mais tout ça pour éviter d'utiliser une personne comme un défouloir. Alors tu sais, moi, j'ai toujours eu des activités de bien-être. Mais parallèlement à cela, j'ai toujours eu une mauvaise gestion des tâches à accomplir. Donc tu vois, j'avais d'un côté mes outils et de l'autre, j'ai quand même eu un moment de déséquilibre émotionnel. Alors moi, mon déséquilibre émotionnel, c'était presque de ne pas pouvoir faire face alors que la fatigue était installée depuis trop longtemps dans le manque de sommeil ou dans... alors, je gérais très très bien toute la partie me prendre en charge sur les émotions, relâcher, m'autoriser des pauses. La seule partie que je ne gérais pas, c'était l'hyperstress face à 1000 tâches à accomplir. Ne pas avoir la possibilité de dire non. Moi, je ne posais pas de limites. Et en fait... j'en ai fait les frais parce que je ne savais pas me faire respecter dans mes limites. Parce que je me disais, après je vais méditer ou après je vais me relâcher, mais je ne me rendais pas compte que méditer, c'était 20 minutes dans ma journée, alors que l'hyperstress, l'hyperanxiété et le surmenage, c'était toute la journée donc de travail. Donc ça, c'est important à le dire. Même si on pense avoir des outils, même si on pense que on va quitter le travail et on va ensuite aller se détendre, c'est pas suffisant. Là, dans ce podcast, ce qu'on voulait vraiment dire, c'est comment trouver la paix intérieure dans la tourmente, dans le stress, quand tout est accéléré. C'est regagner cette zone verte, comme on l'appelle. Regagner ce petit moment où tu vas pouvoir te retrouver et reprendre tout de suite le contact avec ton corps. Et c'est pour cela que là, Luna, on va arriver sur les solutions possibles que maintenant on sait mettre en place. J'ai observé mes émotions, je sais que je suis donc dans une journée intense de stress, et je vais me prendre dans mon emploi du temps le temps d'avoir plusieurs pauses, mais de vraies pauses. Prendre une pause, c'est s'isoler et aller respirer tranquillement, ou même en écoutant une musique douce ou en regardant les pailles en queue comme on a fait tout à l'heure. Mais de vraies pauses où on va pas juste dire je vais juste m'asseoir là et je me repose. Non, des vraies pauses, c'est on s'isole des bruits, on se retrouve dans son corps, on se réaccorde à soi-même par l'ancrage. On essaie véritablement, numéro 1, il ne faut pas l'oublier, de revenir à une respiration consciente. Qu'est-ce que c'est qu'une respiration consciente, Luna ? La respiration consciente, Maryse, c'est véritablement j'inspire sur 4 temps, sur des cycles de 4 secondes. À toi de nous le dire, Maryse. Les respirations conscientes, c'est je vais revenir donc à mon souffle et je vais conscientiser en comptant 1, 2, 3, 4. J'inspire sur ce rythme. Je bloque 1, 2, 3, 4. Puis j'expire plus longuement 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je peux même bloquer. Et puis je reprends. J'inspire sur un temps de 1, 2, 3, 4. Je bloque. J'expire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je bloque. Et puis voilà. Donc en fait, c'est véritablement retrouver... Tu sais, il y a plein d'applis où tu peux avoir comme ça des petits... je ne sais plus comment ils appellent, des
Pacer. Où tu vas revenir à ta respiration et c'est déjà ce qui va te faire ralentir déjà en numéro 1. Oui, et même par exemple faire pendant les pauses que vous allez vous autoriser à avoir, faire des petites méditations, des petites bulles de recentrage qu'on a sur notre chaîne Radio MMDV. Si ça peut vraiment vous aider, nous on est ravis. Alors, ce qui est important, c'est de revenir sur ces moments de pause à tous ces petits indicateurs de bien-être. Par exemple, je sais pas, je suis au moment de ma pause, j'ai un mug. Sur ce mug, c'est écrit ralenti, ou bien il y a un visuel qui évoque ce temps de bien-être. C'est comme quelque chose qui va agir directement sur ce temps de bien-être. Donc par exemple, avoir un quotidien où on va mettre comme ça des repères forts, parce que c'est notre bureau, on va mettre une affiche avec un visuel qui va nous rappeler qu'il faut faire des pauses. Si c'est chez toi, tu peux mettre un magnifique tableau, mais bon, je crois que tu sais de quoi je parle, Luna. Ah oui, moi ça me parle complètement. Les objets du quotidien enchantés. En fait, là, tu touches complètement à l'essence même de MMDV Store, la boutique en ligne. C'est vraiment l'intention que je mets justement dans toutes mes créations. Le but de MMDV Store, c'est véritablement apporter cet accompagnement au quotidien et apporter ces petits moments justement de bonheur, ces petits moments de pause et finalement se redonner à soi-même ces petits reminders, comme on dit en anglais, des petits rappels que là, je m'aime, je me respecte, je prends du temps pour moi, je ralentis, je me fais du bien parce que je le mérite en fait, tout simplement. J'ai 10 sur 10 en estime de soi, on n'oublie pas, bien sûr. Et en fait, voilà, sur MDV Store, c'est ce qu'on essaie de proposer aux personnes qui en auraient besoin. Bien évidemment, respirer, prendre conscience qu'il faut revenir à notre corps par un ancrage immédiat et cultiver cette énergie donc du calme, de la détente, de la patience, de la positivité dans notre journée à travers des objets du quotidien qui vont apporter cette petite étincelle de magie. C'est véritablement le mode de vie que l'on va choisir. Parce que Luna, notre vie, elle va être à l'image de notre mode de vie. Et qu'est-ce que c'est qu'un mode de vie ? C'est l'ensemble des activités et des habitudes qui forment finalement notre quotidien. Si notre mode de vie, c'est de s'entourer qu'avec des activités stressantes, forcément, notre qualité de vie ne va pas être au top. Tout à fait. Je pense que c'est vraiment aussi un choix qu'on prend pour nous-mêmes, un choix de se respecter et de se dire là je vais vraiment m'entourer que de choses qui vont me faire du bien, et justement pendant ces pauses, comme on l'a dit, même prendre le temps, par exemple, je fais une pause dans ma journée au bureau, etc. Peut-être que j'ai ressenti une émotion un peu vive qui m'a un peu fait un pincement au cœur. Je vais essayer d'appliquer ces outils qu'on vient de dire, c'est-à-dire identifier cette émotion vraiment sur le moment, au lieu d'attendre de rentrer chez soi. C'est vraiment sur le moment. Là, j'identifie que j'ai ressenti, je comprends ce qui a engendré cette émotion et surtout j'exprime. Et justement, exprimer, c'est à travers ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire écouter une musique qui nous fait du bien, écouter une méditation, et respirer. On n'oublie pas l'écriture expressive et l'écriture qui te sauve, Luna. Ah, totalement. Parce que, en fait, moi, c'est parce que j'écris que j'ai ma méthode personnelle qui me permet de prendre conscience, que je m'observe, que je peux ensuite me remettre assez vite. Tout à Heureusement, grâce à Dieu, parce que bien évidemment, ce qu'on ne dit pas assez, c'est que il faut être persévérant, parce que ça va pas se passer du jour au lendemain de changer sa manière de vivre, mais il faut juste se dire, là, il faut vraiment que je me prenne en charge sur ce qui est en train de rendre ma vie donc quand même comme un enfer, parce que je suis speed et que je n'arrive pas à me retrouver. Donc l'important, c'est d'essayer, Luna. L'important, c'est d'essayer d'être bien guidé, bien conseillé. En tout cas, c'est ce qu'on essaie de faire chez MMDV. Avec nous, vous allez jouer à non pas gagner votre temps, mais jouer à perdre votre temps, si on peut appeler ça comme ça. Et perdre son temps avec nous, c'est gagner beaucoup plus que du temps, mais du bien-être, de vrais moments de joie, d'harmonie, de pause, et de vivre aussi dans cette gratitude d'être vivant et non pas de ce contrôle que l'on a sur tout
et qui nous mène droit dans le mur, Luna. Ah oui, tout à fait. Et vraiment, l'écriture thérapeutique, c'est vraiment un outil exceptionnel. C'est un peu ce qu'on appelle le journaling aussi en anglais. C'est le fait de tenir ce petit journal où on écrit ce qu'on a ressenti. Et ça fait un bien fou. Donc n'hésitez pas à aller sur memodevie.fr justement pour retrouver le journal de bord que Maryse écrit et même tous les outils qu'on peut proposer. Hein. Oui, tous les accompagnements, parce que les vieilles habitudes ont la dent dure. C'est une expression, elles reprennent vite le dessus. Et repenser son quotidien, c'est aussi se faire accompagner, parce que seul on ne peut pas comme ça donc être dans une discipline avec soi-même, et vraiment poser des limites, prendre conscience de nos besoins, développer l'autocompassion, la respiration et l'émerveillement aussi. Donc je pense que tout cela nous permet de tenir bon, de se relever malgré la tempête, et d'être toujours prêt donc à poursuivre notre vie, mais avec de belles valeurs, des valeurs non pas d'aller vite, mais de faire bien et de faire dans notre authenticité d'être. Exactement. Donc merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast. On espère qu'il aura été informatif, qu'il aura été intéressant pour vous. C'est un témoignage pour ne jamais arriver au burn-out, pour ne jamais arriver au surmenage, parce qu'après c'est trop tard et c'est pas... Il n'y a pas qu'un profil qui est exposé. Tous les profils sont exposés, mais parfois, juste en prendre conscience, ça fera que ça ne sera pas trop tard. Exactement. Donc, éviter d'arriver à une certaine limite comme le burn-out, le surmenage. C'est super important de prendre soin de soi. J'aime mon travail et je m'aime, mais c'est pas... Surtout je m'aime. Voilà. Oui, c'est d'abord je m'aime, mais je peux aimer mon travail, c'est normal. C'est normal. Mais par contre, il faut l'équilibre. Toujours. Donc merci beaucoup de nous avoir écoutés. On espère que ce podcast vous aura plu, qu'il aura été intéressant pour vous et qu'il vous aidera dans votre quotidien. N'hésitez pas à rester abonné justement à Radio MMDV pour ne rater aucun épisode de nos podcasts sur ce genre de thème qui nous passionne et qu'on a envie de partager avec vous nos expériences. Notre vécu. Voilà. Et puis, vous pouvez nous suivre sur nos réseaux sociaux, sur Instagram, les mots de MMDV, les mots de vie pour les citations quotidiennes, pour vous accompagner justement. Maryse.autrice pour les aventures inspirantes de Maryse. Lunamus pour mes aventures inspirantes. Et à venir bientôt aussi la possibilité d'être accompagné aussi dans vos émotions. Donc, on est là pour vous. Restez connectés pour ne pas rater cette information. Et puis, rendez-vous sur mdvstore.com pour trouver des objets du quotidien, pour porter une petite dose de bonheur dans votre vie et même à offrir si vous avez envie d'offrir un petit bout de bonheur à quelqu'un, un peu de courage, un peu de réconfort. Et puis voilà, donc merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast et on vous dit à très bientôt. Merci et à bientôt. Merci.